Allez, sujet un petit peu plus libre aujourd'hui. Plutôt que de parler d'une œuvre en particulier, plutôt que de prendre un jeu, un film, une série et de tourner autour pendant toute une vidéo, j'ai envie de parler d'un objet un peu plus large. Un objet qui m'a toujours énormément plu, qui a accompagné mon rapport aux jeux vidéo depuis longtemps et qui, je crois, a beaucoup participé à ma curiosité pour le rétro, pour l'émulation, euh, et voilà, pour les vieux jeux, pour les bizarreries qu'on n'aurait jamais lancés autrement. Je veux bien sûr parler des compilations de jeux. Les compilations, à la base, on peut les regarder de manière assez cynique. On peut très bien se dire que ouais, c'est du marketing pur. Un éditeur a des vieux jeux dans les tiroirs et il se remet à nous les proposer. Il ajoute 2-3 options à la con et il nous revend ça dans un joli paquet. Et parfois oui, clairement, c'est le cas. Il y a des compilations paresseuses, il y a des jeux ressortis 15 fois, il y a des titres qu'on retrouve partout, et je crois que si je vois encore un Street Fighter 2 dans une compilation, je vais finir par hurler, j'en peux plus. Street Fighter 2, je le vois à toutes les sauces, partout, tout le temps. Parfois dans mon lit, je me retourne, il y a Street Fighter 2 en face de moi, j'en peux plus, je le vois partout. Mais ce serait dommage de s'arrêter là, parce que une bonne compilation, c'est pas juste un pack de jeux, c'est à mon avis une porte d'entrée. C'est un musée jouable, c'est une manière de découvrir ou de redécouvrir des morceaux entiers de l'histoire du jeu vidéo sans avoir besoin de retrouver une console en état de marche, une cartouche hors de prix, un écran cathodique ou des conditions exactes de l'époque. Et je crois que mon amour pour ce genre d'objet a commencé assez tôt. J'ai commencé les jeux vidéo tout petit, mais vraiment tout petit. Avant même de savoir parler, j'avais déjà une manette entre les mains et il y a eu donc la Super Nintendo, les consoles portables, la PlayStation 1, PS2 et puis évidemment la GameCube, qui garde encore aujourd'hui une place complètement disproportionnée dans mon cœur. Et sur GameCube, il y a une compilation qui m'a marqué plus que les autres. Et là, parmi les connaisseurs, je sais qu'il y en a qui se font déjà un petit bingo dans la tête. Il y en a qui se disent « Attends, est-ce qu'il va nous parler de la compilation Sonic ?» tout ça. Alors non, je l'avais pas, j'aurais adoré. Mais non, je vais vous parler de la compilation Zelda. Cette fameuse édition qui permettait de jouer à Zelda 1, Zelda 2, Ocarina of Time, Majora's Mask, sur la même console. Et rien que dit comme ça, aujourd'hui, ça peut sembler assez banal. On est habitué au remaster, au portage, aux collections numériques, aux abonnements qui nous donnent accès à des bibliothèques entières, à des espèces de Netflix du jeu vidéo comme pourrait être le Game Pass ou le service en ligne aujourd'hui proposé sur Switch avec tous ces jeux de l'époque. Mais pour l'époque, et pour moi, c'était presque magique, parce que j'avais toujours bavé devant Ocarina of Time. Je savais que c'était un monument, je savais que par exemple Mario 64 et Ocarina of Time étaient des jeux qu'il fallait avoir fait, mais je n'avais pas eu la Nintendo 64, j'avais choisi la PlayStation parce que ça faisait plus grand, plus adulte, plus sérieux, et franchement je regrette pas ce choix, la PlayStation est une console exceptionnelle et elle a probablement construit une grande partie de mes goûts, mais il reste ce manque. Et il y avait ces jeux dont tout le monde parlait, ces espèces de classiques absolus qui existaient dans mon imaginaire avant même que j'y joue vraiment. Et cette compilation Zelda m'a permis de combler ce trou. Elle m'a permis de découvrir Ocarina of Time et de découvrir Majora's Mask, mais aussi de passer des heures sur Zelda 1 et 2. Et je savais très bien ce qu'on pouvait dire de ces jeux-là. Zelda 1 est cryptique, il est très très vieux, il a mal vieilli, oulala, Zelda 2 il est rude, il est bizarre, il est franchement injuste, il vaut pas tous les autres jeux de la série. Bref, il y a des passages en effet qui demandent une soluce, surtout quand on arrive vers la fin, mais moi, j'ai adoré. J'ai adoré Zelda 1 pour son sentiment d'aventure, cette impression d'être lâché dans un monde qui ne prend pas constamment le joueur par la main, et pourtant il est quand même bien construit lorsqu'on en comprend la logique et la mécanique, mais on enchaîne les heures sans les voir passer. J'ai adoré Zelda 2 pour son côté RPG, son aspect un peu farming, pour son étrangeté même. C'était pas confortable, ça n'était pas moderne, mais c'était passionnant. Et surtout, cette compilation avait un truc très important.
elle rendait tout ça accessible. Elle adaptait les touches à la manette GameCube, elle permettait de sauvegarder plus simplement et elle transformait des jeux qui auraient pu me sembler lointains, intimidants et presque interdits en jeux que je pouvais lancer naturellement depuis ma console du moment. C'est peut-être un détail, mais je crois que c'est exactement là que se joue la force des compilations. Elles créent une espèce de pont, elles permettent à un joueur d'une époque donnée d'avoir une main tendue vers une autre époque sans devoir se battre contre tout ce qui entoure le jeu, parce que parfois le problème des vieux jeux, c'est pas seulement leur difficulté ou leur mécanique, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Le matériel, la rareté, la langue, l'ergonomie, l'absence d'explication, le confort moderne auquel on s'est habitué. Et quand une compilation fait bien son travail, elle ne trahit pas le jeu original, elle nous aide simplement à rentrer dedans. Je crois que c'est comme ça que je suis tombé dans une forme de curiosité rétro. Cette envie de comprendre d'où viennent les jeux que j'aime. Cette envie de me rattraper sur ce que j'ai pas connu. Et très vite, évidemment, ça m'a mené vers l'émulation. À l'époque, c'était une folie de se dire que sur un PC, on pouvait lancer des jeux qu'on n'avait pas pu se faire sur les consoles d'origine. On pouvait découvrir des classiques, des jeux obscurs, des RPG japonais, des jeux d'arcade, des titres jamais sortis chez nous, des curiosités perdues, et il y avait toute une communauté qui partageait, qui traduisait, qui documentait et qui donnait envie de fouiller. Et moi, comme beaucoup, j'ai plongé là-dedans. J'ai découvert des Sonic que je n'avais pas fait, j'ai refait les 3 premiers épisodes, d'ailleurs un nombre absurde de fois. J'ai comblé des trous en fait dans ma culture, surtout du côté des RPG, parce que j'étais complètement obsessionnel là-dessus à l'époque, peut-être même trop, je me suis parfois enfermé dans ce genre, alors qu'il y avait des tonnes d'autres choses à découvrir. Et c'est finalement aujourd'hui, avec les compilations modernes, que je rattrape une partie de cette curiosité que je n'avais pas toujours eue. Parce que l'émulation ne me pose pas de problème en soi, je vais pas jouer au grand juge moral là-dessus, elle a permis à énormément de joueurs de découvrir des œuvres qui auraient été autrement inaccessibles. Mais aujourd'hui, quand on peut acheter une compilation propre, officielle, pratique avec des options modernes, ça devient vite un musée avec des illustrations, des musiques, des sauvegardes, du rembobinage, et forcément ça change le rapport qu'on a avec ces titres-là. Moi personnellement, j'ai envie de rémunérer ce travail. On a vite envie de profiter d'un objet mieux présenté. On a envie parfois d'une bibliothèque claire, disponible, prête à être lancée. Et surtout, on a envie de se laisser guider. En ce moment, il y a un éditeur qui me fait tomber là-dedans à répétition, et c'est Capcom. Le sacro-saint Capcom, et Capcom, ces dernières années, ressort régulièrement ses vieux jeux en compilation. Il y a eu notamment les Capcom Arcade Stadium, les Capcom Fighting Collection ou la collection Marvel vs Capcom, et maintenant Capcom Fighting Collection 2 qui est plutôt récent. Et franchement, pour les posséder, j'ai passé des nombres assez incalculables d'heures là-dessus. Et soyons honnêtes, la plupart des gens qui les achètent, ils passent 5 minutes dessus et puis ils les oublient parce que ça fait bien d'avoir sa petite compilation à côté. Et puis, forcément, on le lance pas trop. Et quelle joie ça a été ces derniers temps de me forcer à aller un petit peu dessus. Alors certes, il y a des redites qui peuvent rendre fou. J'en ai parlé un petit peu avant, mais franchement, Street Fighter 2... Je peux comprendre que tu es un jeu ultra légendaire qui a même peut-être donné ses lettres de noblesse au jeu de combat. Donc je peux t'aimer beaucoup pour ça, mais à un moment donné, il faut respirer. D'accord ? On le retrouve partout. Il est légendaire, évidemment. Il a marqué l'histoire, évidemment. Mais Capcom donne parfois l'impression de ne pas pouvoir sortir une compilation sans nous remettre Street Fighter 2 quelque part. Et pourtant... ce qui m'intéresse le plus dans ces collections, c'est pas de relancer pour la 15 millième de fois un classique que tout le monde connaît déjà. Ce qui m'intéresse, c'est les autres jeux autour. Les bizarreries, les titres moins connus, les expériences plus fragiles, plus étranges, plus spécifiques. Les jeux qui n'ont pas forcément eu une
descendance énorme, hein, qui révèle une période, une envie, une idée de gameplay. Et c'est comme ça que je suis tombé sur 2 jeux qui m'ont vraiment marqué récemment, à savoir Cyberbot et Super Gem Fighter. Je vais pas me faire 2 critiques ultra complètes de ces jeux-là, parce que c'est exactement un sujet que j'aimerais un petit peu plus large avec cette vidéo, mais j'ai quand même envie de m'arrêter un minimum dessus, parce qu'il représente parfaitement ce que j'aime trouver dans ces compilations. Mais avant ça, est-ce que vous aussi, vous avez eu une découverte qui vous a subjugué, peut-être dans une compile, peut-être chez des potes ou en émulation? Je serais très curieux de savoir si vous aussi, vous avez été attrapé par la compile Zelda de la GameCube ou par d'autres choses. N'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire, parce que j'ai l'impression que en faisant ça, on est tous en train de se partager le petit cadeau en plus qu'on pouvait avoir sous le sapin. Et en tout cas, je trouve que ça a cette vibe-là. Alors, concernant Super Gem Fighter et Cyberbot, ce sont des jeux que j'aurais probablement jamais lancés avec autant de curiosité s'ils n'avaient pas été là, disponibles au milieu d'une collection. Et pourtant, une fois lancés, ils m'ont rappelé un truc tout simple. Capcom dans les années 90, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Commençons par Cyberbot. Voilà, Cyberbot déjà arrive avec une petite surprise pour moi, parce qu'avant de le découvrir, j'étais tombé sur Armored Warrior, aussi connu sous le nom de Power Gear au Japon, et c'est un beat'em all avec des mechas. Et moi, les beat'em all, c'est pas forcément mon genre préféré. Je peux même en faire de temps en temps par curiosité pour comprendre une période, pour voir comment le genre a évolué. Mais c'est vraiment pas naturellement un genre qui m'attire, même au contraire, j'avoue, l'esquiver un petit peu plus que de raison. Hein. Sauf que là, j'avais été surpris. Au lieu d'incarner des gros loupards dans une rue vaguement new-yorkaise, on incarne des robots. Et surtout, le jeu a une mobilité, d'une énergie et une manière de rendre les machines puissantes sans les rendre molles qui m'a vraiment plu. Je pensais découvrir un beat'em all de plus, et le jeu m'a fait me retrouver face à quelque chose d'un peu plus généreux, un peu plus nerveux, presque élégant dans sa manière de gérer le poids et le mouvement. Et puis au détour d'une compilation, je tombe sur Cyberbot, un jeu de combat tiré du même univers, et là exactement le même genre de cadeau inattendu que peuvent offrir ces collections. Cyberbot, c'est pas juste un Street Fighter avec des robots, pas du tout. C'est vraiment autre chose. Déjà, on ne choisit pas seulement un personnage, on choisit un pilote, puis une machine. Le pilote influence surtout l'histoire, les dialogues, l'ambiance autour du combat, mais le cœur du jeu, c'est le mecha. Et chaque mecha a une vraie identité. Ce qui m'a frappé, c'est que le jeu ne cherche pas à plaquer bêtement les codes habituels du versus fighting sur des sprites de robots. En fait, il part de son idée de base et il la pousse. Un robot avec une épée énorme ne se comporte pas comme un robot équipé d'un canon. Une machine plus lourde ne donne pas la même sensation qu'un engin un peu plus mobile. Et l'espace, la distance, les projectiles, les déplacements, tout ça devient central. Et c'est surtout parce qu'il y a ce bouton de boost que ça rend les combats bien plus nerveux. Ce bouton change énormément de choses. Il donne au combat une vitesse, une nervosité et une capacité de briser les distances qui m'a vraiment étonné. On pourrait croire qu'un jeu de combat avec des robots géants serait lent, lourd, massif, mais avec Cyberbot, on est pris avec une espèce de contre-pied assez évident, dès les premiers instants, manette en main. Les machines se propulsent, foncent, planent, se replacent et le combat devient presque une affaire d'occupation du terrain. C'est pas un jeu qui cherche seulement le long combo spectaculaire, d'ailleurs il n'y a pas vraiment de combo dans ce jeu-là, il repose surtout sur la mobilité, la gestion des projectiles, la manière de choisir le bon moment pour entrer dans la garde de l'adversaire ou pour s'échapper. Et ça déjà, ça lui donne une identité folle. J'ai même l'impression que c'est peut-être ce jeu-là qui a donné ses lettres de noblesse à ce qu'on appelle aujourd'hui le zoning. Mais l'idée qui m'a le plus marqué, c'est la possibilité de prendre un bras. Dit comme ça peut sembler gadget, mais en jeu, c'est brillant. Une attaque ciblée peut arracher le bras principal du mecha adverse. Et quand ça arrive, on perd pas seulement de la vie, on perd
temporairement une partie de son arsenal. On perd des options. On perd une fonction de notre machine. Il faut alors réussir à récupérer son bras ou composer avec ce handicap. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que les systèmes d'étourdissement classiques. Parce que souvent, y a ce système de stun dans les jeux de combat qui peut, un petit peu briser le rythme. Parce que c'est pas juste tu as mal joué, maintenant tu peux plus rien faire pendant 2 secondes. Non, c'est plutôt tu as perdu une partie de ton outil. Maintenant, débrouille-toi pour survivre autrement. Et c'est là que Cyberbot devient fascinant. Il cherche pas seulement à être spectaculaire, il essaye de traduire son thème avec ses mécaniques. On pilote un robot, donc le robot peut être endommagé comme une machine. Son équipement compte, sa mobilité compte, et ses armes aussi. Sa silhouette qui prend pour beaucoup de place sur l'écran, ça rend la chose bien plus présente, et manette en main, et pendant le jeu, on a vraiment cette impression limite de faire partie et d'être à l'intérieur du cockpit. D'ailleurs, mention spéciale aussi pour le vrai soin qui est mis sur même le HUD. Regardez juste les barres de vie de ces différents véhicules qui sont à chaque fois différentes. On a vraiment l'impression d'être au contrôle de ces géants de titane. Alors oui, c'est pas toujours parfaitement lisible. Oui, l'écran peut devenir chargé. Oui, il y a beaucoup d'informations à assimiler. Mais c'est aussi ce qui fait son charme. Cyberbot, c'est un jeu qui donne envie de comprendre ses bizarreries. Et pour moi, c'est exactement le genre de titre qu'une compilation peut remettre en lumière. Parce qu'un jeu comme ça, isolé aujourd'hui, je sais pas si beaucoup de joueurs auraient spontanément, comme ça, soudainement le chercher. Parce qu'au milieu d'une collection Capcom, on le lance par curiosité, puis on fait un combat, puis 2, puis on veut essayer un autre robot, puis on se demande pourquoi celui-là se déplace comme ça, pourquoi celui-ci a telle ou telle arme, pourquoi cette mécanique existe, et sans s'en rendre compte, on vient de découvrir une œuvre qui aurait pu rester invisible. Et ça, c'est terrible. Moi, je trouve que c'est terrible de me dire que ce jeu-là a pu être oublié aujourd'hui. À la base, ça vient d'un beat'em all qui s'est ensuite transformé en jeu de combat. Et franchement, quand je regarde manette en main les sensations qu'il me procure, je ne comprends pas pourquoi cette licence n'a pas perduré aujourd'hui. L'autre jeu qui m'a fait cet effet-là, mais dans une direction complètement différente, c'est Super Gem Fighter. Là, au premier regard, on pourrait croire à une petite blague de Capcom. On prend des personnages de Street Fighter, de Dark Stalker et d'autres licences maison, et on les transforme en version chibi. On met des couleurs partout, on ajoute des animations délirantes. On obtient un jeu qui a l'air d'être pensé pour être mignon, accessible, presque enfantin. Et franchement, au début, j'avais cet a priori. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un jeu de combat intéressant ou est-ce que c'est juste un produit dérivé très charmant pour vendre des petits chibis, des petits bidules? Est-ce que les développeurs ont réellement construit quelque chose autour de cette idée ou est-ce qu'ils se sont contentés de miser sur le capital sympathie de leurs personnages? Alors, la réponse est un peu des deux, mais c'est justement ce qui le rend intéressant. Vous allez voir, Super Gem Fighter, visuellement, pour moi, c'est une réussite. Je suis pas toujours très sensible au chibi, même pas du tout. Parfois, ça peut m'agacer. Parfois, ça peut donner l'impression qu'on infantilise un univers. Mais ici, ça fonctionne très bien parce que ça transforme des personnages en mascottes pour les rendre encore plus iconiques. Chun-Li, Ryu, Morrigan, Felicia, tout ce petit monde devient immédiatement reconnaissable. Et comme je l'ai dit, encore plus iconique, presque condensé en quelques formes, quelques attitudes. Les animations sont pleines de gags visuels, de transformations, de clins d'œil. Il y a un vrai fanservice, mais un fanservice qui bouge, qui joue et qui fait partie de l'action. Le bouton spécial notamment qui permet aux personnages de prendre brièvement des costumes ou des attitudes d'autres jeux de Capcom. Et là c'est bête mais ça marche. Au début je savais pas quel allait être mon personnage préféré, ok, et voir un personnage changer d'apparence pendant une attaque
pour croiser une référence à Megaman ou Resident Evil, ça a été suffisant pour me dire que j'avais envie de maîtriser tel ou tel personnage juste pour la référence. Parce que c'est immédiatement plaisant, qu'on s'y retrouve, qu'on trouve ça plutôt ridicule, rigolo, et qu'en même temps ça s'intègre tellement bien à cet univers. Hein. Le jeu, rassurez-vous, ne repose pas uniquement là-dessus. C'est anecdotique, mais plutôt agréable à constater dès les premiers instants. Parce que, comme son titre l'indique, son idée centrale, ce sont les gemmes. En gros, pendant les combats, on ramasse des petites gemmes qui permettent d'améliorer certains coups spéciaux. Plus un pouvoir monte en niveau, plus il devient impressionnant. Plus il prend de place à l'écran et plus il donne cette sensation d'escalade dans le round. Et ça, émotionnellement, c'est très efficace. Parce qu'un combat ne raconte pas seulement une opposition entre deux personnages. Pour moi, ça raconte aussi une montée en puissance. On commence avec des coups assez simples, puis le terrain se remplit de pouvoirs grandissants, avec des animations qui deviennent plus absurdes. Et la fin du round prend un côté dramatique, presque théâtral. On est vraiment dans un manga, avec, vous savez, le début qui est un petit peu timide, on sort un petit peu nos techniques, pour à la fin sortir nos techniques un peu plus spéciales. C'est une très bonne idée, pour moi, pour rendre le versus fighting plus lisible, plus immédiat et plus amusant, pour quelqu'un qui n'a pas envie de passer 15 heures en mode entraînement avant de comprendre ce qui se passe. Et c'est aussi là que Super Gen Fighter devient intéressant dans le cadre d'une compilation. Ce n'est pas forcément le jeu de combat le plus profond du monde, ce n'est pas le jeu que je conseillerais à quelqu'un qui veut une technicité infinie, des match-ups complexes, des personnages radicalement différents les uns des autres. Son roster a même un vrai problème à mes yeux. Il y a beaucoup de personnages qui finissent par se ressembler un peu trop dans leur structure. On sent cette volonté de rendre tout ce petit monde-là accessible, de simplifier les commandes, d'éviter des styles trop particuliers. Je comprends l'intention d'ailleurs, elle est louable. Mais après plusieurs heures, on aimerait un peu plus de variété. On aimerait des personnages qui donnent parfois pas l'impression d'être finalement qu'une variation autour d'un même squelette. Le jeu est très agréable, très drôle, très efficace, mais il peut atteindre vite ses limites qu'un grand jeu de combat un peu plus exigeant n'aurait pas. Et pourtant, je le relancerai avec plaisir, parce qu'il a une qualité rare. On peut le proposer facilement. Et là, vous voyez très bien ce que je veux dire, parce que à un ami qui connaît pas trop les jeux de combat, à quelqu'un qui aime Capcom ou pas forcément, à quelqu'un qui veut juste passer un bon moment sur un canapé, Super Gem Fighter est presque parfait. Il est lisible, il est généreux, il est immédiat, il donne envie de rire, de tester un personnage, de découvrir une animation cachée, de se demander ce que tel ou tel coup va devenir une fois amélioré. Et là encore, c'est exactement le genre de jeu qui justifie l'existence d'une compilation. Parce qu'on ne parle pas seulement de préserver les grands monuments, on parle aussi de préserver les curiosités. Les jeux un peu de côté, les expériences qui ne méritent pas forcément 50 heures d'analyse, mais qui méritent clairement d'être jouées, montrées et partagées. Et c'est pour ça que je trouve ces compilations importantes. Les deux jeux que je viens de vous présenter là représentent à eux seuls ce que j'adore trouver à l'intérieur de ces compilations. Elles servent pas seulement à rejouer aux classiques, elles servent à élargir notre idée de ce qu'était une époque. Quand on pense à Capcom, on pense évidemment à Street Fighter, Resident Evil, Megaman, Monster Hunter, Devil May Cry. On pense aux gros noms, aux licences qui ont traversé les générations, mais quand on plonge dans leur compilation, on se rend compte qu'autour de ces piliers, il y a une quantité folle d'expériences. Des beat'em all, des shoot'em up, des puzzle games, des jeux de combat bizarres, des adaptations arcade de licences connues, des tentatives qui n'ont pas forcément donné naissance à des sagas entières, mais qui racontent quelque chose. Et parfois, ce quelque chose est presque plus intéressant que le grand classique qu'on connaît déjà. Je pense par exemple au jeu Megaman sorti en arcade, la série des Power Battle, Power Fighter. En fait, ce sont deux jeux qui reprennent Megaman en retirant pratiquement toute la partie niveau
pour ne garder que l'essence du boss rush. Et moi qui adore Megaman, je trouve ça fascinant. Parce qu'on pourrait croire que c'est simplement opportuniste, on prend les boss, on enlève les niveaux et voilà. Mais en réalité, ça révèle quelque chose de très fort dans Megaman. Le plaisir d'observer un pattern, de comprendre une faiblesse, de choisir son arme, de se replacer, de progresser par l'apprentissage. Et en plus de ça, ça se joue en coopération. Donc, là encore, une compilation peut permettre de découvrir une facette d'une licence qu'on croit connaître. On ne rejoue pas seulement à Megaman, on découvre une version arcade, condensée et presque expérimentale qui met en avant un autre aspect de la série. Moi personnellement, j'adore Megaman et j'ai l'impression que ces jeux-là retirent tellement le millésime de cette licence que ces espèces de spin-off arcade sont, pour l'heure, mes Megaman préférés. Rien que ça, c'est dire à quel point ça peut atteindre des proportions assez dingues. Et ce qui aide énormément aujourd'hui, ce sont les options modernes. La sauvegarde rapide, notamment, qu'on appelle le save state pour les joueurs d'émulation. Le rembobinage, la possibilité d'ajouter des crédits à volonté, ces petites pièces qu'on pouvait mettre dans les machines, dans les bornes d'arcade à l'époque, pour pouvoir relancer une partie. Choisir nos filtres visuels, savoir si on veut cette expérience un peu proche d'une télé cathodique ou autre chose. Le choix de la difficulté, parce que des fois, il y avait des bornes qui étaient extrêmement dures pour pas grand-chose, alors qu'elles pouvaient avoir une difficulté largement plus accessible. Des petits modes de musée avec des galeries, des musiques et des choses qui peuvent sembler secondaires, mais elles changent profondément notre rapport à ces jeux. Je sais qu'il y a toujours les puristes pour dire qu'il faut jouer exactement dans les conditions de l'époque, avec une pièce pour tant de nombre de vies, pas de pitié, et si tu perds, tu recommences, tu as investi de ton argent dans le jeu pour pouvoir recommencer, tu as perdu de tes pièces pour pouvoir te relancer dans une vie, et donc ça a un petit peu plus de frustration. Je comprends l'idée, il y a une vérité là-dedans. L'arcade, c'était aussi une économie de la frustration, de la tension, du crédit qu'on remet dans la machine. Le jeu d'arcade n'était pas seulement pensé pour être fini, il était aussi pensé pour retenir le joueur, pour le pousser à recommencer, pour créer un rapport très particulier à la difficulté. Mais aujourd'hui, si on veut découvrir ces jeux, du moins redécouvrir ces jeux à un nouveau public, il faut accepter que les conditions aient changé. Pour moi, l'option du rembobinage, par exemple, elle est salvatrice. Je l'adore, cette option. Le rembobinage, il détruit pas forcément un jeu. Il peut devenir un outil d'apprentissage. On rate un saut, on revient 2 secondes en arrière, on comprend. On se fait toucher par un ennemi, on observe son pattern, on recommence. On n'est pas obligé de l'utiliser tout le temps, on peut même l'enlever complètement, mais le simple fait qu'il existe rend l'entrée moins brutale. Et je crois que c'est essentiel, parce que une compilation réussie ne doit pas seulement flatter les nostalgiques, elle doit aussi inviter les nouveaux joueurs à rentrer. C'est un petit peu comme les grands classiques du cinéma. De temps en temps, j'aime bien me refaire des vieux films. Des films en noir et blanc, des films muets, des films qui ont marqué leur époque, qui ont fait avancer le langage du cinéma. Et je comprends très bien que ça puisse intimider. On peut avoir peur que ce soit lent, daté ou trop éloigné de nos habitudes. Pourtant, quand on accepte d'y entrer, on comprend des choses. On voit naître des formes, on repère des idées, que des œuvres modernes continuent encore aujourd'hui à reprendre. Et pour le jeu vidéo, c'est pareil, avec une différence énorme. Et enregistrez bien ça, s'il vous plaît. On peut encore toucher à l'histoire aujourd'hui. On peut la manipuler. Le jeu vidéo est un média neuf et jeune. Même ces classiques les plus anciens ne sont pas si éloignés de nous à l'échelle de l'histoire culturelle. Et surtout, ils restent jouables. Parfois, ils ont vieilli, oui. Parfois, ils sont durs, abrupts, injustes et mal expliqués. Mais on peut encore sentir leurs idées manette en main. On peut comprendre pourquoi tel jeu a marqué son époque, pourquoi telle mécanique était nouvelle, pourquoi tel choix de caméra, de rythme, de difficulté ou de level design a compté. On peut voir les progrès, les impasses, les tentatives, et je trouve ça fascinant.
pas seulement pour accumuler de la culture générale, et c'est quand même déjà très bien, pas pouvoir dire « moi j'ai fait les classiques », hein, non. C'est parce que ça change notre manière de regarder les jeux d'aujourd'hui. On peut savoir ce qui a inspiré telle ou telle chose. Moi, par exemple, à l'époque de la DS, j'avais adoré la compilation des Megaman qui se trouve encore aujourd'hui. Vous savez, les Megaman classiques ? Oui, qui sont très durs pour les personnes qui n'y ont pas encore touché, mais qui recèlent pourtant des classiques et des monuments d'action platformer qui sont encore repris aujourd'hui. Il y a énormément d'idées à l'intérieur. Et en fait, j'avais pris un plaisir fou à les parcourir, à les reparcourir aujourd'hui, grâce à l'option non seulement des sauvegardes rapides, des petites sauvegardes qu'il y a en plus, et surtout grâce au rembobinage, au fait de pouvoir revenir quelques secondes en arrière pour mieux gérer le saut, ou mieux comprendre le pattern de tel adversaire. Et parfois, en étudiant le jeu de cette manière-là, on peut y jouer de manière un petit peu plus classique par la suite, puisque ça nous a servi finalement d'entraînement. Alors, comme on a envie de guider de futurs joueurs dans tout ça, moi j'ai envie de vous inviter à essayer de passer par toutes ces compilations. Et plus que de passer par toutes ces compilations, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder sur les stores Steam ou les stores de vos consoles du moment, voir s'il n'y a pas quelques compilations. Parce que non seulement c'est plusieurs jeux en un seul, mais ça vous permet aussi de découvrir pas mal de choses que vous n'auriez pas découvert sans ça. Pour revenir au fait qu'on comprend un petit peu plus l'évolution du gameplay, finalement, comment on en est arrivé à créer les jeux qu'on a aujourd'hui, ça se mesure par différents facteurs. Lancez un vieux jeu et demandez-vous comment, ici, ils ont fait pour guider le joueur. Comment on fait pour lui apprendre une mécanique? Comment on dose la difficulté? Comment on crée une sensation de puissance, de vitesse, de précision? Comment on rend un jeu accessible sans le rendre vide? Comment une idée minuscule peut transformer toute une expérience? Comment les compilations sont une des manières les plus agréables d'explorer ça? Pourquoi il y a tel ou tel jeu dans telle compilation? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de nous mettre ce puzzle game un petit peu obscur au milieu de cette compilation? Peut-être qu'il y a une raison que vous découvrirez en le lançant. Parce qu'on n'est pas obligé de transformer ça en devoir scolaire, on peut juste lancer une compilation un soir avec des amis sur un canapé, tester un jeu de combat, passer à un puzzle game, revenir sur un beat'em all, se demander pourquoi tel jeu est là, pourquoi Capcom a choisi de le remettre en avant, pourquoi celui-ci a traversé le temps alors que celui-ci est resté dans l'ombre. Et tout ça, on peut le faire en s'amusant. C'est peut-être ce que j'aime le plus d'ailleurs. C'est une bonne... En fait, pour moi, une bonne compilation n'a pas besoin de nous faire la leçon. Elle nous met simplement des jeux entre les mains, elle nous dit, voilà, essaye, regarde ce qui existait, regarde ce qu'ils avaient tenté à l'époque, regarde ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et ce qui pourrait encore inspirer des jeux aujourd'hui. Et parfois, au milieu de titres qu'on connaît déjà trop bien, on tombe sur, par exemple, Cyberbot, un jeu de combat avec des robots qui perdent leurs bras, avec une mobilité folle, une identité mécanique complètement à part. Parfois, on tombe sur un Super Gem Fighter, un jeu qui a l'air d'une blague chibi, mais qui transforme le versus fighting en quelque chose de bien plus original, presque proche du party game. Et parfois, on tombe sur les Megaman en version arcade, sur lesquels on a la joie de se rendre compte que c'est un boss rush compétitif et coopératif. Et à chaque fois, on ressort avec un petit peu plus de curiosité. Alors oui, toutes les compilations ne se valent pas. Certaines sont paresseuses, certaines recyclent trop les mêmes jeux, coucou Street Fighter 2. Certaines méritent plus d'options, plus de contexte et plus de soins, et Capcom n'échappe pas du tout à ça. Ils ont parfois tendance à nous resservir les mêmes classiques jusqu'à l'épuisement. Mais malgré tout, je suis content que ces objets existent. Parce qu'ils permettent à des jeux de ne pas disparaître complètement. Ils permettent à des joueurs de découvrir autre chose que les nouveautés du moment. Ils permettent de se faire une culture du média sans passer uniquement par des vidéos, des articles ou des souvenirs.
On peut lancer ces jeux nous-mêmes, on peut essayer, rater, recommencer, comprendre et surtout se faire surprendre. Et très franchement, en ce moment, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. J'ai pas toujours envie de courir après les nouveautés, j'ai pas toujours envie d'ouvrir ma liste interminable de jeux à faire et de lancer une aventure de 60 heures. Parfois, j'ai juste envie d'allumer une compilation, de choisir un titre presque au hasard et de voir ce qu'il a à me raconter. Et souvent, et comme je vous en ai parlé un petit peu avant, il raconte souvent bien plus que prévu. Donc vraiment, j'insiste, prenez le temps de vous pencher sur ces collections. Pas forcément uniquement celles de Capcom, même si elles sont un excellent point d'entrée. Laissez un jeu que vous ne connaissez pas, ne choisissez pas seulement le grand classique évident, allez vers le titre bizarre, celui dont vous n'avez jamais entendu parler, celui qui a une jaquette bizarre et celui qui semble être là presque par accident, parce que parfois c'est là que se cachent les meilleures surprises. L'idée c'est pas de juger immédiatement oh là là c'était bidon les jeux à l'époque et tout ça, non, lancez-le même avec des potes et à mon avis vous allez être très agréablement surpris parce qu'au fond c'est peut-être ça le plus beau dans les compilations. Elles nous rappellent que l'histoire du jeu vidéo c'est pas seulement quelque chose qu'on lit ou qu'on raconte, c'est quelque chose qu'on peut vivre à plusieurs. Super Gem Fighter m'a fait me dire que j'adorais et que j'adorerais revoir un jeu de combat de ce type aujourd'hui. Et Cyberbot m'a fait me dire que Dragon Ball Fighter Z s'est certainement très fortement inspiré de ce genre de gameplay. Alors laissez-les vous surprendre, et je suis sûr que vous allez ouvrir une sorte de coffre au trésor que vous me remercierez d'avoir ouvert.